L'histoire commence lorsqu'un arbre géant et étrange apparaît, avec un portail dans son tronc et une lumière mystérieuse qui brille à l'intérieur. Devant cette plante insolite, notre héros se demande ce qu'il a bien devant lui. Il ne comprend pas pourquoi il y a une porte à un endroit aussi bizarre. Sans réfléchir, le jeune homme tend la main et décide de toucher le bois de l'arbre étrange. Dès qu'il touche la porte, un portail s'ouvre brutalement, révélant des yeux étranges dans une aura sombre et sinistre. À ce moment-là, des tentacules de ténèbres l'attrapent fermement tandis qu'il crie à l'aide. Soudain, le garçon court pour sa vie, fuyant d'énormes monstres ombrageux. Désespéré, le jeune homme se crie à lui-même de continuer à courir et de ne pas se retourner. Alors qu'il fuit, une énergie dorée en forme de dragon attaque les créatures de l'ombre. Il trébuche et tombe au sol, criant à tout le monde de fuir car les monstres arrivent. Une lumière dorée éclatante le frappe alors dans le dos. À ce moment-là, le protagoniste se réveille en sursaut dans son lit, hurlant de terreur. Confus, il tend la main. La femme en arrière-plan ne comprend pas ce qui se passe. Rassurée, elle le serre fort dans ses bras en disant qu'il s'est enfin réveillé. Et le jeune homme l'appelle « maman ». En larmes, la femme explique qu'il était dans le coma depuis 3 mois et qu'elle avait peur qu'il ne se réveille jamais. Mais le garçon change de sujet et demande à sa mère ce qui flotte au-dessus de sa tête. Déconcertée, la femme lui demande de quoi il parle, puisqu'il n'y a rien là. Le jeune homme pointe alors les symboles étranges flottant juste au-dessus de sa mère. Lorsqu'il les touche, un écran bleu apparaît devant lui avec le mot « maman » écrit dessus. Sa mère dit qu'elle doit prévenir son père, car celui-ci s'occupe de la sœur du garçon. Le protagoniste demande alors ce qui est arrivé à sa petite sœur. On voit une fille dans un état critique, respirant à l'aide d'un masque à oxygène. Sa mère explique que des monstres sont apparus et les ont attaqués tous les deux il y a 3 mois. En regardant sa sœur, le garçon se souvient de comment tout a réellement commencé ce jour-là. Il se rappelle du moment où il a touché cet arbre avec une porte étrange au centre. Avec un air complètement choqué, il réalise que c'est lui qui a libéré les monstres dans le monde. À ce moment, son père arrive et lui dit d'arrêter de dire des bêtises, car les créatures sont apparues partout. Notre héros est stupéfait d'apprendre que les monstres ne sont pas limités à sa ville. Pour le lui prouver, l'homme lui montre une vidéo sur son téléphone avec des images de l'attaque mondiale. Dans la vidéo, on voit des gens avec des pouvoirs combattant courageusement un monstre géant dans une ville. Armés d'épées et de magie, les héros semblent sur le point de gagner la bataille contre la créature. Le jeune homme demande alors à son père ce que sont ces soi-disant « marcheurs » qui sont apparus. L'homme explique que c'étaient des gens ordinaires qui ont acquis des pouvoirs pour combattre les monstres. À cause de cela, le monde dépend désormais de ces héros courageux pour survivre à l'apocalypse. À ce moment-là, une infirmière arrive et demande s'ils peuvent régler les frais d'hôpital. Le père demande quelques jours de plus, mais la femme dit que l'hôpital est plein et qu'ils ont besoin du lit. Le garçon demande alors s'ils n'ont pas l'argent pour payer les soins de sa sœur. Le père explique que les attaques de monstres ont détruit leur maison et qu'ils n'ont plus rien. Sa mère pleure, disant que s'il ne paie pas, la fille sera renvoyée, même dans son état critique. Désespéré, le garçon pense que sa sœur n'aura aucune chance de survivre si elle est expulsée. Avec un regard déterminé, il décide qu'il doit faire quelque chose pour aider. C'est alors qu'une flèche lumineuse apparaît sur le sol, pointant quelque part dans le couloir. Le protagoniste commence à suivre la direction de la flèche, et ses parents lui demandent où il va. Il dit qu'il va juste marcher un peu et comprend qu'ils ne peuvent pas voir la flèche, tout comme les lettres flottantes d'avant. Le père dit à la mère de laisser le garçon partir, qu'il a besoin de temps pour lui. Le jeune homme court alors dans le couloir, suivant la flèche brillante que lui seul peut voir. Celle-ci le mène à la même infirmière qu'auparavant, qui lui dit de l'appeler s'il a besoin de quelque chose. Il se demande ce que cela signifie et pourquoi le système l'a guidé vers elle. Il s'approche alors, et la femme lui demande s'il a besoin d'aide. Le protagoniste est confus par la situation et pense qu'il est dans une sorte de tutoriel. Ne sachant quoi dire, il fixe simplement l'infirmière qui attend une réponse. Maladroitement, le garçon demande s'il peut avoir une réduction pour sa petite sœur. L'expression de la femme change, et elle dit que sans paiement, la fille devra partir. En entendant cela, notre héros se met en colère et serre les dents. Il lui crie alors dessus, demandant si l'argent est plus important qu'une vie. Furieux, il hurle que les médecins sont censés sauver des vies, ce qui fait trembler l'infirmière. Mais elle se retourne en pleurant et lui crie qu'elle ne veut pas faire ça non plus. La femme demande alors s'il ne voit pas à quel point le monde est chaotique, avec tant de pertes. Elle explique qu'il n'y a plus de fournitures médicales et que l'hôpital a besoin d'argent pour en acheter. En pleurs, elle dit qu'elle n'est qu'une stagiaire, et le protagoniste essaie de la consoler en lui disant de ne pas pleurer. Avec un air de regret, il s'excuse et dit qu'il ne voulait pas lui faire porter la faute. L'infirmière explique que son propre père a aussi été blessé et qu'elle déteste les monstres pour cela. Elle regrette de ne pas avoir d'argent et dit que ce serait bien d'être une « marcheuse » pour obtenir des médicaments. Intrigué, le garçon demande à propos des portails, et elle confirme que seuls les héros peuvent obtenir des objets à l'intérieur. Le héros s'enthousiasme alors et dit qu'il va devenir l'un de ces guerriers puissants lui aussi. Mais la fille explique que ce n'est pas facile, qu'elle a essayé elle-même et qu'elle n'avait pas les capacités nécessaires. Elle dit ensuite qu'elle doit partir car d'autres patients l'attendent, et elle se tourne pour s'en aller.
Avant qu'elle ne parte, le protagoniste l'interpelle et s'excuse de ne pas lui avoir demandé son nom. La femme se présente alors comme Kiki et dit que ce n'est pas grave, car tout le monde est à cran en ce moment. Le jeune homme est surpris, car quelque chose d'étrange se produit alors juste devant lui. Un écran bleu apparaît au-dessus de la fille, affichant son nom et un bouton indiquant ses attributs. Puis elle lui dit au revoir. Le panneau révèle que la femme possède une capacité de soins, mais que son niveau actuel est 0. Notre héros tente de rappeler l'infirmière, mais elle continue à s'éloigner dans le couloir. Seul dans le couloir, il réalise qu'il doit faire quelque chose pour changer leur destin. Il remarque que l'écran du système disparaît avec la distance et se gratte la tête, confus par tout ce qui se passe. Il se souvient alors que la fille avait mentionné un test pour devenir marcheur et décide de le chercher. Soudain, le garçon entend un cri à l'aide provenant de quelque part dans l'hôpital. Sans réfléchir, notre héros court vers le bruit pour voir ce qui s'est passé. En arrivant, il voit un homme criant qu'il faut sauver son frère, qu'il ne peut pas finir comme ça. 2 hommes retiennent fermement Kiki pendant qu'un médecin leur hurle de la lâcher. L'infirmière explique que le patient était déjà mort à son arrivée et qu'elle n'a rien pu faire. Mais l'autre agresseur sort un couteau et menace la jeune femme, qui est terrifiée. L'homme aux cheveux verts crie qu'elle ment et qu'elle va le payer. À ce moment-là, le protagoniste agit vite et parvient à désarmer l'attaquant avant qu'il ne puisse la blesser. L'homme au sol, il les avertit qu'il va appeler la police s'il ne cesse pas tout de suite. L'agresseur se relève en riant et lui demande qui il compte appeler au milieu de l'apocalypse. L'autre médecin s'enfuit en courant, appelant à l'aide du service d'orthopédie, et les hommes sont confus. Le médecin continue de courir dans le couloir, demandant ce qui se passe ici. 2 médecins musclés et gigantesques apparaissent et demandent qui fait des problèmes. Le médecin désigne les 2 agresseurs, qui sont terrifiés par les géants de l'ortho. Sans réfléchir, les 2 hommes prennent la fuite, effrayés par ces colosses. Le médecin remercie alors ses collègues d'avoir aidé à régler toute cette pagaille. À ce moment, le protagoniste remarque le bras blessé de Chiakiki et lui demande si elle est blessée. L'autre médecin lui demande si elle va bien, mais la fille dit que oui, et qu'elle va voir ses patients. L'infirmière tourne alors les talons et s'éloigne, laissant le garçon inquiet derrière elle. Il la suit et lui demande pourquoi elle a menti, car la blessure doit être soignée immédiatement. À ce moment, un écran du système s'affiche, indiquant qu'il a terminé la mission de sauvetage. Le panneau demande s'il souhaite utiliser la récompense pour faire « Volver » sa compagne, ce qui le laisse perplexe. Ne comprenant pas bien ce qui va se passer, le jeune homme décide d'appuyer sur le bouton « VVE ». L'écran montre que le niveau de la fille passe de 0 à 1 instantanément. Kiki s'arrête brusquement, sentant une étrange énergie parcourir son corps. Une lumière verte brille intensément dans ses mains, et tous 2 semblent très surpris. Elle constate que sa blessure a disparu et demande au garçon comment il a fait ça. Choquée, elle réalise que c'est le pouvoir d'un marcheur de type soin. Kiki dit avoir vu des héros avec des pouvoirs de guérison à la télévision, et que c'est exactement comme ça. La femme se demande comment c'est possible puisque le test disait qu'elle n'avait pas la capacité. Ravi, notre héros réalise que son pouvoir de donner des niveaux aux gens est bien réel. Le garçon félicite alors la fille pour être devenue une héroïne, et elle sourit, très heureuse. Le protagoniste ressent alors une vive douleur dans la poitrine et grimace. L'infirmière remarque cela et lui demande s'il est blessé, ce à quoi il répond qu'il a simplement fait une chute. Elle s'approche alors de lui, se pressant contre lui pour mieux voir. Rouge de gêne, le jeune homme lui demande ce qu'elle fait, tandis que la femme le regarde sérieusement. Elle lui dit de ne pas bouger, puis concentre l'énergie de soin dans ses mains pour l'aider. Ensuite, la fille pose ses mains sur la poitrine du garçon pour soigner toute sa blessure. Le protagoniste est troublé par sa proximité tandis que la lumière verte le soigne. Après un moment, l'infirmière sourit et dit qu'il est complètement guéri. Notre héros est surpris de ne plus ressentir aucune douleur et lui dit que ses pouvoirs sont incroyables. Il remarque ensuite que la fille semble fatiguée et pointe son visage pâle, mais elle lui répond que ça va et que c'est incroyable de pouvoir aider les gens. En regardant sa propre main, le garçon pense à quel point cela fait du bien de pouvoir aider les autres d'une manière ou d'une autre. Un écran système apparaît, montrant qu'il est au niveau 1, mais que sa capacité est marquée d'un point d'interrogation. Déterminé, il décide qu'il va lui aussi essayer de passer le test pour devenir un marcheur. Notre héros quitte donc l'hôpital et court dans les rues détruites de la ville. Il comprend pourquoi les types de tout à l'heure étaient aussi audacieux. Il n'y a pas assez de monde pour maintenir l'ordre. Le jeune homme se rappelle avoir menti à sa mère en disant qu'il allait juste chercher des vêtements. Maintenant, il espère vraiment avoir des pouvoirs et que son mensonge puisse devenir une réalité. Il monte dans un bus qui sert de site d'évaluation pour les nouveaux marcheurs. Le garçon trouve toute la situation très bricolée et un peu étrange pour quelque chose d'aussi sérieux. À l'intérieur, un homme en costume lui demande s'il est là pour passer le test de qualification. En regardant le désordre autour de lui, notre héros se demande si c'est vraiment l'endroit. Avec un air sérieux, l'homme confirme que oui, c'est bien le site d'évaluation des nouveaux héros. L'évaluateur pointe alors une boîte étrange et demande au garçon de poser sa main dessus. Il explique que l'incident de la porte s'est produit il y a 3 mois, ce qui explique le chaos ambiant. Le protagoniste pense que le nom de l'incident est assez direct et résume bien ce qui s'est passé.
Le jeune homme pose sa main sur la boîte, et l'évaluateur lui demande comment il se sent, mais lui annonce malheureusement qu'il n'est pas un marcheur. Le garçon est choqué. L'évaluateur explique que beaucoup de gens pensent avoir des pouvoirs, mais que la plupart du temps, ce n'est qu'une erreur. Le visage rempli de déception, notre héros n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Abattu, le jeune homme descend du bus, ne sachant plus quoi faire puisque ses plans sont ruinés. Alors qu'il marche dans la rue, il remarque un groupe de types louches qui l'observent à distance. L'un d'eux s'approche et lui demande si le gamin veut devenir un héros, car il peut les rejoindre. Déconcerté, le protagoniste tente d'expliquer qu'il vient d'échouer au test officiel. L'étranger passe un bras autour de lui et lui dit qu'il n'a pas besoin de test. L'important, c'est de s'entraîner. Les deux autres arrivent et affirment que leur chef est un marcheur très expérimenté. Le chef du groupe rassure le garçon en lui disant de ne pas s'en faire, car le site d'évaluation n'est pas fiable. Il ajoute que tout ce qui est officiel ne sert qu'à sauver les apparences. À cette idée, notre héros se dit qu'ils ont peut-être raison, puisqu'il a tout de même un niveau 1. Le protagoniste décide donc d'accepter l'offre et de tenter sa chance avec ce groupe douteux. Il le mène dans une ruelle sombre, et le garçon les suit, sans savoir à quoi s'attendre. Dans cette ruelle obscure, notre héros est entouré par les types qui affichent des sourires menaçants. De loin, l'évaluateur observe le groupe partir, sans dire un mot. Ils poursuivent leur chemin dans une rue détruite jusqu'à atteindre un endroit très suspect. Là, ils trouvent une étrange entrée au milieu d'un bâtiment complètement ravagé. Le héros est choqué de voir qu'il s'agit d'une porte vers une autre dimension. Le regard nerveux, le garçon commence à transpirer froid devant la situation dans laquelle il s'est fourré. Le blond lui tape sur l'épaule et lui demande si c'est la première fois qu'il voit un portail. Gêné, le jeune homme confirme que oui, c'est bien la première fois qu'il voit une chose pareille. Le blond explique alors que les portes officielles ont un numéro, mais que celle-ci n'en a pas. Avec un sourire malicieux, il dit que cela signifie que tout ce qu'il y a à l'intérieur leur appartient. Notre héros demande si ce n'est pas illégal, et les autres sortent leurs couteaux. Ignorant la question, le chef le pousse en disant que l'honneur d'ouvrir la porte lui revient. Déconcerté et effrayé, le garçon demande pourquoi c'est lui qui doit en être responsable. Le subalterne explique que c'est une règle du groupe, le nouveau ouvre toujours la porte dimensionnelle. Sans autre choix, le jeune homme tend la main et se prépare à ouvrir le portail. Une énergie étrange l'enveloppe alors qu'il se prépare à découvrir ce qui se trouve de l'autre côté. Déterminé, il pense qu'il ne peut pas avoir peur s'il veut vraiment devenir un véritable marcheur. Alors, le garçon tourne la poignée de la porte et l'ouvre sans hésiter une seconde de plus. Mais en pénétrant dans le portail, notre héros est très surpris par ce qu'il voit devant lui. Cela semble n'être qu'une simple maison poussiéreuse. L'évaluateur du test arrive en courant vers eux, criant de s'arrêter. Ils entrent à l'intérieur aussi vite que possible, avant que l'homme ne puisse les atteindre. Avec un sourire malveillant, le blond du groupe semble satisfait de son plan. L'évaluateur court désespérément pour empêcher la porte de se refermer complètement, mais c'est trop tard, et elle claque en plein sur son visage, le laissant frustré. Le protagoniste demande si ce type dehors ne leur disait pas de s'arrêter, mais le blond lui répond de l'ignorer. Notre héros commence à s'inquiéter en apprenant que l'homme était un véritable agent du gouvernement. Mais le chef du groupe dit que s'ils avaient écouté cet officiel, le gamin ne serait même pas là puisqu'il a échoué au test. N'ayant rien à répondre, le MC suit simplement le groupe dans la maison obscure. Un des types lui passe un bras autour des épaules et lui dit que s'il est avec eux, il doit obéir à leur chef. L'un des gars pointe du doigt et dit qu'il se passe quelque chose de très étrange. Dans le couloir, il découvre des statues de pierre représentant des gens figés dans une expression de pure terreur. Le chauve demande au chef ce que c'est, car il n'a jamais vu une chose pareille, mais le leader lui dit de ne pas s'inquiéter, que chaque portail est différent et qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Un des sbires dit que le chemin est bloqué et qu'ils doivent trouver une autre voie. Le groupe se disperse alors dans la maison sombre pour chercher un nouveau passage. Notre héros pense que cette mission ne sera pas aussi simple qu'il l'imaginait au départ. Tout nerveux, le garçon entrouvre une porte pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il voit d'autres personnes transformées en pierre, autour d'une table à manger. Le regard choqué, il comprend que la famille a été prise par surprise pendant le repas. L'un des gars explique qu'il s'agit d'un phénomène de fusion spatiale fréquent dans les portails, mais il admet que c'est la première fois qu'il voit des gens figés de cette manière étrange. Le protagoniste demande si tout va bien, et le chef lui dit de suivre les règles habituelles. Le boss touche le mur et révèle un passage secret avec des cristaux verts lumineux. Avec un sourire, le chef dit qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Le chef du groupe tend alors la main et dit qu'il a un cadeau pour notre héros. Il lui remet un des cristaux verts comme cadeau de bienvenue. Le chef explique qu'il s'agit d'un cristal de soin et que les hôpitaux en dépendent énormément. Avec un sourire, le jeune homme remercie le chef, qui lui répond qu'il n'y a pas besoin de remerciements entre frères. Le chauve dit ensuite au gamin de ranger soigneusement le cristal pour ne pas le perdre. Le chef pointe la grotte et dit qu'ils vont prendre tous les cristaux et les revendre pour une grosse somme. Il demande ensuite au nouveau de commencer à récolter les cristaux depuis l'intérieur de la grotte vers l'extérieur. Le MC demande si le chef peut lui prêter une arme pour se protéger. L'homme dit qu'il n'y a aucun danger et lui donne un communicateur pour qu'il puisse appeler à l'aide en cas de besoin.
Le chef ajoute que l'endroit est bien éclairé et qu'il n'a rien à craindre. Dès que le protagoniste entre dans la grotte, les autres commencent à rire de son air apeuré. Notre héros accepte alors de récupérer les cristaux au fond et dit qu'il reviendra bientôt. Le chauve demande si le gamin ne va pas se douter de quelque chose, mais le chef répond qu'il est facile à manipuler. Ensuite, il dit à ses hommes de tout laisser tomber, car transporter les cristaux, c'est creuser sa propre tombe. Pendant ce temps, notre héros marche seul dans la grotte illuminée. Souriant, il tient le cristal vert en pensant qu'avec ça, il va pouvoir soigner sa petite sœur. Mais en regardant plus attentivement, il aperçoit une étrange silhouette suspendue au plafond de la grotte. Soudain, un sursaut, une des statues, placée juste devant lui, semble l'avoir surpris. Effrayé par cette statue suspecte, il décide d'accélérer le pas et de quitter cet endroit aussi vite que possible. Terrifié, il pense à quel point c'était étrange et effrayant de tomber sur cette chose dans la grotte. Il repense alors aux statues de pierre et compatit pour le malheur de ces pauvres gens. Le regard grave, le jeune homme se demande si tout ce désastre est de sa faute pour avoir ouvert la porte. Le protagoniste entend un bruit étrange et se retourne, très effrayé. Ses yeux s'écarquillent de stupeur en voyant ce qui fonce sur lui. Il semble que la statue précédente a bougé vers lui et se jette sur lui, le paralysant de peur. Ce n'est qu'à ce moment-là que le garçon reprend ses esprits et pousse un cri de désespoir pur. Le monstre lui fonce dessus à pleine vitesse, laissant le MC sous le choc. Désespéré, il court en criant à l'aide tandis que la créature le poursuit sans relâche. Dehors, le chef entend les hurlements à travers le communicateur, mais affiche un sourire sinistre. Il déclare que le spectacle peut enfin commencer. À distance, ils observent le cristal qu'ils ont donné au jeune homme briller intensément au centre de la pièce. Soudain, une lumière verte très puissante explose et commence à se propager partout. L'énergie touche les statues de pierre, qui se mettent à briller elles aussi d'une lueur verdâtre. Les statues commencent alors à bouger et à se libérer de leur prison de roche. Les personnes piégées dans la pierre reprennent vie et se transforment en monstres. Sans perdre de temps, le groupe de trafiquants se précipite à l'intérieur pour s'emparer du trésor. Le chef ouvre une autre porte secrète et découvre leur récompense tant attendue. Ils sont stupéfaits de voir que la pièce est remplie de cristaux verts. Excités, les trois hommes commencent à casser et ramasser tous les cristaux qu'ils peuvent porter. Pendant ce temps, dans la grotte, notre héros continue de fuir la statue qui le poursuit. En regardant vers la fin de la grotte, il aperçoit une structure étrange qui ressemble à un arbre géant. Terrifié, le jeune homme se demande où courir pour échapper à cette créature. N'ayant nulle part où aller, il décide de courir au hasard pour semer le monstre. Il emprunte un couloir étroit en espérant trouver une sortie. Mais il se retrouve face à d'autres statues et se demande ce qu'il a en face de lui. Soudain, les créatures prennent vie et tentent de l'attraper de force de tous les côtés. Sans avoir le temps de se défendre, notre héros est violemment projeté contre le sol de la grotte. Avec difficulté, le jeune homme pose une main au sol pour essayer de se relever et continuer à fuir. Furieux, il se retourne et donne un coup de pied de toutes ses forces à la créature de pierre. Surpris par sa propre force, il se demande s'il a une chance contre ces choses. Déterminé, il se rappelle qu'il est un marcheur maintenant, et qu'il peut combattre les monstres. Mais il se demande s'il peut vraiment se battre à main nue et repense à la puissance de son coup de pied précédent. Le MC utilise alors le communicateur et crie au chef qu'il a besoin d'une arme. À l'autre bout, l'appareil est au sol pendant que les hommes continuent de ramasser les cristaux. Le chef ignore l'appel et dit à ses hommes de se dépêcher car le gamin ne tiendra pas longtemps. Un des sbires sourit et dit qu'ils ont de la chance, c'est la première fois qu'ils trouvent autant de trésors. Le chef rit et dit que les étudiants sont les plus faciles à piéger, et que ce gars mérite ce qui lui arrive. Entendant tout cela par le communicateur, notre héros serre les dents, fou de rage face à cette trahison. Le jeune homme hurle alors qu'ils l'ont piégé, et le groupe est choqué d'entendre sa voix. Avec un sourire malicieux, le chef dit qu'il est trop tard pour qu'il comprenne la vérité. Il lui dit de « faire le bon garçon » en s'apprêtant à écraser le dispositif. Sans hésiter, le traître l'écrase violemment, réduisant le communicateur en miettes. À l'autre bout, notre héros entend le bruit du dispositif brisé et la communication est coupée pour de bon. Furieux, le garçon serre les poings et réalise que ces menteurs sont pires que les monstres. Une aura de fureur l'envahit alors qu'il crie que les traîtres sont pires que les monstres. À ce moment-là, une des créatures de pierre l'attaque par derrière. D'un regard déterminé, il attrape un tabouret cassé pour s'en servir comme arme de fortune. Hurlant de toutes ses forces, le jeune homme charge et attaque la créature de pierre sans hésiter. Il donne un coup puissant avec le tabouret et fracasse la tête du monstre. En voyant le résultat, il réalise qu'il peut réellement combattre et vaincre ces monstres. Mais sa confiance est de courte durée, car d'autres créatures de pierre avancent vers lui. Intimidé, notre héros crie et charge la horde d'ennemis avec son arme. Mais cette fois, le coup est bloqué, et le jeune homme est surpris par la résistance de la créature. D'un coup puissant, le monstre le frappe de plein fouet et l'envoie valser violemment. À terre, il se demande pourquoi son attaque n'a pas fonctionné contre ce monstre. Une des créatures de pierre parvient à attraper sa jambe avec force, l'immobilisant. Désespéré, le jeune homme hurle au monstre de le lâcher et tente de se libérer. Il est terrifié par un monstre géant juste devant lui.
La créature commence à le frapper sans relâche, avec une force absurde et sans la moindre pitié. Le garçon est projeté au loin, incapable de se défendre. À genoux au sol, il se rend compte que ses os sont brisés et qu'il ne peut plus bouger. La horde de créatures de pierre l'entoure et il n'a plus d'endroit où fuir son destin imminent. Sans espoir, notre héros fait face au monstre alors qu'il se prépare à l'attaquer une dernière fois. Les monstres frappent de toute leur force, et le jeune homme encaisse plusieurs coups en même temps. Une aura dorée explose alors de lui, et ses yeux commencent à briller intensément. Enveloppé dans cette aura dorée, il obtient le pouvoir d'esquiver rapidement. Le MC se relève au milieu du cratère et regarde les monstres vaincus au sol. Il touche sa poitrine et est surpris de voir que ses blessures ont complètement disparu. Un écran du système apparaît, affichant le chiffre 2, et il réalise qu'il vient de monter de niveau. Grâce à cette nouvelle force, il décide de fuir en bondissant par-dessus les créatures, repérant une ouverture. Il remarque que son corps lui semble plus léger et se demande ce qui lui arrive. Confus, il se demande comment il a pu monter de niveau sans rien faire et s'enfuit des monstres. Profitant de l'occasion, notre héros sort en courant de la grotte pour tenter de s'échapper. Sans hésiter, il décide que la meilleure option est de quitter cet endroit dangereux. Mais il s'arrête net, choqué de voir que d'autres monstres de pierre bloquent le chemin vers la sortie. Pour esquiver les ennemis, le jeune homme saute habilement sur une table en bois. D'un saut acrobatique, il se propulse dans les airs pour essayer de passer au-dessus des monstres. Une fois au sol, il comprend qu'il ne peut pas fuir et qu'il doit trouver un moyen de riposter. Il pense à son attaque précédente qui a échoué et se dit qu'il doit retrouver cette sensation de puissance. Il se souvient alors de ce qu'il a ressenti lorsqu'il a été trahi et entouré par les monstres de pierre. Le garçon se rappelle que, à ce moment précis, il a été submergé par une fureur incontrôlable. Avec un plan en tête, notre héros attire l'un des monstres dans une pièce plus éloignée du groupe. En concentrant sa colère, une aura de flamme enveloppe son corps et ses yeux brillent d'énergie. La créature s'avance pour attaquer, mais le jeune homme est prêt à riposter avec son nouveau pouvoir. En hurlant de rage, il prépare un coup de poing contre le monstre, sa main en feu. Les yeux rouges de puissance, il pulvérise la créature de pierre d'un seul coup. Ravi du résultat, notre héros célèbre car son plan a enfin fonctionné. Mais il hurle de douleur en voyant sa main gonfler après avoir frappé le monstre. Soudain, l'évaluateur du test arrive en courant et lui dit de ne pas se battre à main nue. Le garçon est choqué de voir que l'homme du centre d'évaluation est venu l'aider. L'homme lui dit de prendre n'importe quoi comme arme, et le jeune lui demande si n'importe quel objet peut faire l'affaire. Pour lui prouver, l'évaluateur sort un simple stylo de sa poche. Le stylo se transforme en une arme mortelle, et notre héros est très impressionné. L'homme avance avec le stylo et attaque un des monstres avec une vitesse incroyable. Se déplaçant comme un éclair, l'évaluateur protège le garçon des attaques de la créature. Le stylo transperce la pierre, et le jeune homme se demande comment cela est possible. L'officiel explique qu'il ne peut pas tous les affronter seul, et dit au garçon de chercher une arme pour se battre. Le MC accepte et se met à fouiller la pièce pour trouver un objet utile. Il sourit en trouvant un couperet coincé dans un mur et dit que ça fera l'affaire. Le garçon saisit fermement le manche du couperet et tente de le retirer, mais même avec toute sa force, la lame ne bouge pas d'un centimètre. Déconcerté, il se demande comment il va faire pour l'enlever. L'officiel lui dit d'utiliser ses émotions. Le jeune homme comprend alors qu'il doit utiliser sa peur et sa colère pour libérer son pouvoir caché. Il se concentre et tend la main vers l'arme, une aura de flamme l'entourant. L'homme lui dit de penser qu'il va mourir, pour que son corps réagisse plus intensément. Sa main brille de l'énergie de la fureur, et il attrape l'arme avec puissance. Avec un sourire dément, notre héros arrache le couperet du mur et hurle qu'il y est parvenu. L'évaluateur lui crie de ne pas se relâcher et de continuer à canaliser son énergie dans sa nouvelle arme. Alors que l'officiel se bat courageusement, il est violemment projeté au sol par un monstre. Une autre créature se prépare à l'attaquer alors qu'il est à terre. À cet instant, le MC surgit dans les airs avec le couperet pour sauver son allié. D'une rotation rapide, le garçon délivre un coup puissant avec toute sa force accumulée. Son attaque pulvérise les monstres de pierre en milliers de fragments brillants dans les airs. Il se prépare maintenant à affronter les autres ennemis encore debout. Avec sa nouvelle arme, le jeune homme attaque les créatures avec une fureur incontrôlable. L'évaluateur est choqué et impressionné de voir que le gamin a réussi. Les morceaux des monstres se dispersent sur le sol de la pièce. Debout et haletant, notre héros regarde les ruines des ennemis qu'il vient de vaincre. L'épuisement le frappe, et le garçon peine à rester debout après tant d'efforts. La pièce enfin dégagée, les deux se tiennent au milieu de toute cette destruction. L'officiel lui demande comment il peut utiliser les pouvoirs des héros alors qu'il n'a pas été approuvé au test. Le jeune homme ne sait quoi répondre et reste silencieux, essoufflé. Il explique qu'il a passé le test justement parce qu'il sentait en lui quelque chose de spécial. Intrigué, l'homme se demande si son équipement d'évaluation a pu faillir. L'officiel dit alors qu'ils doivent quitter les lieux, car les monstres peuvent se régénérer. Sans perdre de temps, ils courent ensemble vers la sortie pour s'échapper. Au loin, ils aperçoivent enfin la porte du salut. Une fois dehors, l'officiel appelle des renforts, précisant que les monstres sont de niveau 40. Il demande au garçon d'attendre avec lui jusqu'à l'arrivée des secours, et le jeune homme hoche la tête.
Le garçon demande si le stylo était vraiment l'arme que l'homme utilisait. Curieux, il pointe le stylo et lui demande comment un objet pareil peut devenir une arme. L'officiel explique que, théoriquement, n'importe quoi peut devenir une arme mortelle entre de bonnes mains. Il le réprimande ensuite pour être entré dans un portail sans connaître les bases sur les héros. Gêné, notre héros le remercie pour son aide et dit qu'il n'aurait jamais survécu là-dedans tout seul. L'homme pousse un long soupir de soulagement, heureux que tout se soit bien terminé. Il dit que les traîtres sont des experts et que lorsqu'il est arrivé, la porte était déjà scellée. Le garçon lui demande alors son nom et s'il est aussi un marcheur comme les autres. L'homme se présente sous le nom de Lee Benua et dit qu'il est simplement un administrateur, ce qui explique pourquoi il n'a pas apporté d'armes. Un énorme camion militaire arrive à toute vitesse pour assurer le renfort. Le véhicule s'arrête juste devant eux, et les deux observent l'arrivée de l'équipe de soutien. À ce moment-là, plusieurs soldats descendent du camion et courent vers les deux hommes. L'officiel salue les renforts qui se précipitent à l'intérieur du bâtiment pour sécuriser la zone. Juste à cet instant, un écran du système apparaît, affichant les niveaux de puissance de l'équipe de renfort, mais il est choqué de voir que le niveau de l'officiel est de 60, bien plus élevé que celui des autres. L'officiel l'appelle et lui dit qu'il va le tester à nouveau dans le bus. Les deux retournent donc au véhicule où le garçon avait échoué à l'examen. Une fois à l'intérieur, l'homme lui dit qu'il a désormais le pouvoir d'un marcheur, mais que son niveau reste faible. Excité, notre héros demande s'il peut maintenant rejoindre officiellement l'organisation. Il promet qu'il ne prendra plus de risques inconsidérés, et après réflexion, l'officiel lui tend une carte pour le centre de formation des nouvelles recrues. Il lui dit aussi que son numéro de téléphone est inscrit dessus, au cas où le garçon aurait besoin d'aide. Le regard sérieux, l'homme lui fait promettre de ne plus jamais jouer avec sa vie. Le protagoniste accepte et lui assure qu'il a bien reçu le message. Après tout ça, le jeune homme court jusqu'à l'hôpital où sa famille l'attend. Il se demande comment il va expliquer son apparence à sa mère, puisqu'il avait menti en disant qu'il allait chercher des vêtements. Il se souvient alors du cristal reçu des traîtres et le sort délicatement de sa poche. En regardant la pierre, il se demande s'il s'agit vraiment d'un véritable cristal de soin. Il se rend ensuite à l'accueil et demande à la réceptionniste où se trouve Kiki, mais il est choqué de voir que l'infirmière est en fauteuil roulant et semble blessée. Il lui demande ce qui lui est arrivé depuis la dernière fois, car elle allait bien. Le médecin explique que depuis que la jeune femme a éveillé ses pouvoirs, elle n'a cessé de soigner des patients. L'infirmière dit qu'elle va bien et qu'elle a essayé de soigner sa sœur, mais que son niveau était trop bas. Le héros montre alors le cristal vert et demande s'il peut aider d'une quelconque manière. La pierre brille intensément dans sa main, et tout le monde autour observe la scène avec étonnement. La médecin confirme qu'il s'agit bien d'un cristal de soin, et que l'hôpital n'en a plus. Elle demande alors où il l'a trouvé, car ils sont très rares de nos jours. Gêné, le jeune homme lui répond de tester la pierre d'abord et de poser les questions ensuite. La médecin part avec le cristal vers le service spécialisé, et l'infirmière la regarde s'éloigner. Mais le garçon l'arrête et lui dit qu'elle doit d'abord se soigner elle-même. La jeune femme explique qu'elle n'a plus d'énergie et qu'elle ne sait pas combien de temps il lui faudra pour se rétablir. Alors, notre héros lui demande de patienter un instant, et un écran bleu apparaît juste devant lui. Une notification de message non lu s'affiche sur le système, et il la touche. Le panneau lui indique qu'il a complété la mission et peut utiliser la récompense pour faire évoluer sa compagne. L'infirmière se met alors à briller d'une aura verte, et son niveau monte jusqu'à 5. La jeune femme dit que ses forces sont revenues, et notre héros sourit en l'entendant. Elle repart alors, pleine d'énergie, pour soigner d'autres patients, et le jeune homme lui crie de ne pas trop forcer. Seul dans le couloir, il sent une présence sombre avec des yeux brillants juste derrière lui. Sa mère le prend alors dans ses bras, inquiète, et lui demande où il était passé tout ce temps. Elle remarque ses vêtements déchirés et son sang, mais le garçon ment en disant qu'il est tombé sur un chantier. Avec un soupir, il comprend qu'il va devoir retarder ses projets pour l'instant. Le MC déclare alors qu'il a désormais 2 objectifs, devenir un héros et se venger des traîtres. On voit ensuite le couloir de l'hôpital, où les gens marchent calmement. Dans la chambre, la sœur du garçon commence enfin à se réveiller. À son chevet, la famille l'observe avec anxiété pendant que le père l'appelle par son prénom. La jeune fille ouvre lentement les yeux et appelle sa mère d'une voix très faible. Tout le monde célèbre avec soulagement, voyant qu'elle s'est enfin réveillée du coma. Un médecin examine la jeune fille et dit qu'elle a simplement besoin de repos pour se remettre. Confuse, la fille demande à son frère ce qui s'est passé, et il lui répond qu'elle leur a fait très peur. Kiki explique alors que c'est leur frère qui a risqué sa vie pour obtenir le cristal qui l'a sauvé. La fille se souvient ensuite être allée chercher son frère à l'école ce jour-là. Elle se rappelle alors avoir été dans un endroit sombre et très sinistre. Soudain, une étrange déchirure est apparue, avec des yeux qui la fixaient. Terrifiée, la jeune femme hurle en se souvenant de cette créature étrange. Ses parents la serrent dans leurs bras en lui disant d'oublier tout ça, car maintenant tout va bien. Tête baissée, notre héros s'approche et s'excuse auprès de sa sœur. La fille, confuse, lui demande pourquoi il s'excuse. Il sourit alors et lui promet qu'il la protégera pour qu'il ne lui arrive plus rien. Kiki intervient en disant que son frère est devenu un marcheur et peut maintenant combattre les monstres. Le père explique que les marcheurs sont des héros qui protègent les gens des créatures.
Déterminée, la sœur dit qu'elle aussi deviendra l'un de ses héros. Elle sourit et dit que si son frère idiot est devenu un héros, elle le peut aussi, car elle est plus forte. Le regard sérieux, il approuve et dit qu'elle est effectivement bien plus forte que lui. Le garçon quitte la pièce, laissant sa famille derrière lui. Kiki dit que sa sœur semble aller bien et qu'il peut se détendre un peu. Avec un sourire, il reconnaît que la fille est bien plus forte qu'il ne l'imaginait. L'infirmière lui demande quels sont ses projets et s'il compte aller au centre de mission. Le garçon dit qu'il veut aller au centre de formation pour apprendre les bases et l'invite à venir. Mais la jeune femme explique qu'elle ne peut pas partir car l'hôpital a vraiment besoin d'elle. Elle lui demande donc d'y aller, puis de revenir pour lui enseigner tout ce qu'il aura appris. Il la remercie pour l'idée, et elle lui fait un signe d'au revoir alors qu'il s'éloigne. Notre héros quitte enfin l'hôpital et marche dans la rue. Il râle en disant qu'à 18 ans, il a encore besoin de l'autorisation de sa mère. Il grogne que ce n'est que parce que son anniversaire est dans 2 mois. Finalement, il arrive devant un bâtiment avec une enseigne indiquant « Marché des talents ». Devant l'entrée, il voit une pancarte plus petite indiquant le centre de mission. Notre héros s'approche alors et lit ce qui est écrit sur le panneau du centre. Il trouve l'endroit très banal et le compare au bus du précédent test. Il entre ensuite dans le bâtiment et suit un couloir, mais en atteignant le bout, ses yeux s'écarquillent devant ce qu'il découvre. C'est une immense salle remplie de héros expérimentés, armés et en armure de tout type. Impressionné, il comprend qu'il est bien au centre de mission, et que tous les gens autour ont l'air extrêmement puissants. Soudain, un homme immense et musclé se plante devant lui et le fixe de haut. Le jeune homme est sans voix et commence à transpirer à cause de la présence imposante du colosse. L'homme lui demande alors s'il a besoin de quelque chose ou s'il a un problème. Gêné, notre héros balbutie qu'il n'a besoin de rien, en souriant nerveusement. Le géant s'approche et lui demande pourquoi il est là s'il n'a rien à faire. Le regard sérieux, il l'intimide et le garçon tente d'expliquer ce qu'il fait ici. Juste à ce moment-là, une femme en costume arrive et donne une tape dans le dos du colosse, lui disant d'arrêter. Le grand gaillard rit et dit qu'il voulait juste aider le petit nouveau qui semblait complètement paumé. La femme le réprimande, lui disant qu'il devrait être à la réception et non pas effrayer les gens. L'homme s'installe alors à son bureau en grognant que l'endroit est trop bondé et étouffant. Elle lui demande où est son uniforme, et l'homme répond que les vêtements ne lui vont pas du tout. Agacé, elle lui ordonne de porter au moins la cravate pour qu'on puisse l'identifier. Avec un sourire gêné, il obéit et met une minuscule cravate rose, bien trop petite pour lui. D'un regard dégoûté, notre héros se dit que la scène vient de devenir encore plus étrange. La femme en costume se tourne ensuite vers lui et lui demande ce qu'il fait là. Le jeune homme devient tout gêné et réalise qu'elle est encore plus intimidante que le colosse. Elle le guide dans un couloir et lui demande s'il est entré dans un portail sans rien savoir. Il explique qu'il a été piégé, mais qu'heureusement, l'officier Lee Benua est intervenu à temps pour le sauver. Surprise, elle comprend qu'il s'agit du garçon que Lee a sauvé, et le jeune homme lui demande si elle le connaît. La femme explique qu'ils ont travaillé ensemble autrefois, mais qu'il s'occupe maintenant uniquement des tâches administratives. Elle dit qu'elle a entendu parler de son cas et de l'apparition de ses pouvoirs après le portail. Confus, notre héros dit qu'il ne comprend pas trop et se demande s'il a monté de niveau dans le portail. Mais la femme répond que le système et les objets peuvent aider, mais pas aussi vite. Le jeune homme avoue qu'il ne sait rien, qu'il est juste un débutant. Elle approuve et explique que depuis l'incident du portail, beaucoup de phénomènes étranges se produisent. C'est pourquoi les marcheurs collectent des données pour préparer les batailles à venir. Elle ouvre ensuite une porte et lui dit qu'elle va lui enseigner tout ce qu'il doit savoir. À l'intérieur, il découvre une salle de classe remplie d'autres nouveaux venus comme lui, attendant le début du cours. Avec un sourire, la femme frappe dans ses mains et dit à tout le monde de s'asseoir, car le cours va commencer. Elle demande ensuite au garçon de trouver une place libre, et il hoche la tête. Assis à son bureau, il pense avoir déjà vu l'instructrice quelque part. Avec un sourire, la femme se présente comme Huan Yuan, leur instructrice. Les yeux écarquillés, le jeune homme crie son nom et se rappelle enfin où il l'a déjà vu. Gêné, il se couvre la bouche et se rend compte que toute la classe le regarde. L'instructrice lui demande alors s'il vient du lycée Jinping. Avec un sourire maladroit, il confirme et dit se souvenir qu'elle y enseignait la chimie. En pointant vers lui-même, il paraît très confiant dans sa mémoire. Elle confirme avoir été enseignante, mais le prévient de ne pas donner de surnom à ses aînés. Le garçon s'excuse et précise que ce n'est pas lui qui a inventé le surnom, mais la femme lui lance un regard noir. Elle s'approche et dit que peu importe qui l'a commencé, et le jeune homme s'excuse encore une fois. Elle se retourne ensuite et explique qu'être enseignante n'était qu'une couverture, et qu'elle est désormais une héroïne. Plus précisément, elle est une mage parmi les différents types de héros. Pour le prouver, une petite flamme apparaît au bout de son doigt. Avec un sourire, l'instructrice montre qu'elle peut contrôler à la fois le feu et la glace. De ses mains, elle crée un vortex de feu et d'eau dans une démonstration spectaculaire de puissance. Ensuite, les deux éléments sont projetés dans la pièce, survolant les élèves. La force des attaques crée une rafale de vent qui repousse tout le monde. Surpris, les élèves se protègent du vent causé par la puissance de leur enseignante. Fasciné, le MC trouve la démonstration vraiment géniale. L'instructrice dit que la magie est comme la chimie, mais le garçon ne comprend pas trop l'explication.
Une étudiante commente qu'elle pensait que c'était de la magie, pas quelque chose de si scientifique. Assise sur le bureau, la femme dit que comprendre profondément son pouvoir est la clé pour bien l'utiliser. Elle explique que pour activer ses pouvoirs, il faut savoir contrôler l'adrénaline du corps. Curieux, le jeune homme décide d'utiliser son système pour vérifier le niveau de puissance de son instructrice. Un écran bleu révèle que son attribut est la magie et que son niveau est de 52. Le garçon est stupéfait de voir que son niveau est plus bas que celui de l'officier Lee Benua. Le système lui demande ensuite s'il veut l'ajouter comme compagne, et bien sûr, il accepte. En tapant rapidement, il confirme son choix pour l'avoir comme allié dans son équipe. Mais alors qu'il essaie d'appuyer sur le bouton de confirmation, rien ne se passe, et il est confus. En regardant de plus près, notre héros remarque un message d'erreur sur l'écran. Le système indique que la mission précédente n'a pas été complétée et qu'il ne peut donc pas l'ajouter. L'écran explique que la tâche consiste à obtenir l'affection de sa nouvelle instructrice. Le regard perdu, il ne comprend pas ce que cela signifie. Il se demande alors comment il est censé gagner son affection pour accomplir cette mission. Distrait, une boule d'énergie bleue apparaît de nulle part et flotte juste à côté de lui. La magie le touche et il pousse un cri de surprise alors que ses cheveux s'enflamment en bleu. Avec un sourire malicieux, la professeure lui demande pourquoi il est si distrait en classe. Elle se moque de lui en lui demandant s'il est un enfant qui peut s'amuser tout seul. À ce moment-là, toute la classe éclate de rire à ses dépens et il devient très embarrassé. L'instructrice lui dit de rester après le cours pour une discussion sérieuse. Abattu, notre héros pense que l'affection qu'elle a pour lui doit être encore plus faible maintenant. Après le cours, il essaie d'utiliser ses émotions pour invoquer ses pouvoirs comme elle le lui a appris, mais il échoue et s'effondre au sol, épuisé, tandis que la femme lui ordonne de se relever. L'instructrice lui demande s'il est vraiment un héros puisqu'il n'arrive même pas à maîtriser les bases. À genoux, le garçon dit que peut-être il n'utilise ses pouvoirs que face à un vrai danger, mais il admet que ça ne peut pas être aléatoire et promet qu'il fera de son mieux. Le jeune homme lui demande alors des armes et comment choisir celle qui lui conviendrait. Elle lui explique que le plus important est de ressentir une connexion spéciale avec l'arme. Perplexe, le protagoniste demande ce qu'elle entend par là. La femme répond qu'il doit avoir confiance en son arme pour qu'elle puisse l'aider au combat. Elle lui demande ensuite s'il a vu l'agent Lee se battre avec un stylo, et il confirme. L'instructrice explique que les gens normaux sont plus efficaces avec des armes qu'ils connaissent déjà. Quant à l'agent, il est si fort qu'il surpasse cette limite uniquement par sa force de volonté. En soupirant, elle admet que son collègue est bien plus puissant qu'elle. Notre héros est choqué et se demande pourquoi quelqu'un d'aussi fort est devenu employé administratif. L'enseignante lui confie qu'il a autrefois été l'un des meilleurs héros, mais qu'il s'est passé quelque chose. Sans donner de détails, elle ajoute qu'un jour, l'agent lui racontera peut-être l'histoire lui-même. Sur ce, elle lui demande quelle arme il va choisir et s'il connaît déjà son pouvoir. L'instructrice lui demande quel est son attribut, et le jeune homme ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Pensif, il répond qu'il pense être plutôt du type combat rapproché, puisqu'il a déjà combattu. Surprise, la prof demande s'il a vraiment utilisé un tabouret pour attaquer les créatures. Gêné, le jeune homme explique qu'il était désespéré et qu'il a utilisé ce qu'il avait sous la main. La prof pense que le garçon ne se rend pas compte que c'est aussi impressionnant que l'agent qui se bat avec un stylo, mais elle conclut qu'il ne doit pas être si fort et que c'était juste un acte désespéré. L'instructrice lui dit donc de choisir une arme de corps à corps pour faire un essai. En regardant les armes, le jeune homme avoue qu'il ne sait pas quoi prendre puisqu'il n'en a jamais manié. Il pense alors à sa sœur et imagine qu'elle choisirait un arc puisqu'elle les a toujours aimés. En voyant un scalpel, il se demande s'il s'agit d'une arme d'attaque ou de soin. À ce moment, l'instructrice lui demande pourquoi il veut tellement devenir un héros puisqu'il ne semble pas avoir l'âme d'un aventurier. Le garçon explique que sa sœur a été blessée et qu'en tant que héros, il peut gagner de l'argent et obtenir des cristaux de soin. La prof lui demande comment va la jeune fille et il répond qu'elle n'est plus en danger. Elle lui dit alors qu'il n'a plus besoin de devenir un héros puisque sa raison n'existe plus. D'un air sérieux, le jeune homme admet qu'il n'a plus besoin de le devenir, mais il hésite. En sueur, il sent qu'il ne peut pas accepter cette réalité. Il ne peut pas expliquer pourquoi, mais il ressent qu'il doit devenir un héros. La femme lui dit alors qu'il doit trouver cette raison pour libérer ses pouvoirs. Le jeune homme demande ensuite à l'instructrice s'il y aurait par hasard une porte ici. Soudain, l'expression de la femme change et elle regarde sur le côté, alarmée. Une porte de sortie de secours commence à briller d'une lumière très vive. Dans un grand fracas, la porte est défoncée par quelque chose de l'autre côté. L'instructrice crie que ce n'est pas bon signe et le pousse à l'écart. Rapidement, elle le protège de son corps. Une attaque en spirale d'énergie sombre passe à toute vitesse près d'eux. Le garçon hurle en voyant que le dos de l'instructrice a été touché, mais la femme affirme qu'elle va bien et lui ordonne de se relever et de partir. Notre héros se demande si des monstres vont sortir de la porte brisée. L'instructrice répond que non et que le danger est plus loin dans le couloir. À cet instant, ils entendent un bruit étrange et se mettent en alerte. Le garçon se demande si ce qu'il entend est un cri ou un hurlement de douleur. L'instructrice lui dit d'appeler le grand costaud et de demander de l'aide. Puis elle court vers le danger.
Désespéré, le jeune homme lui crie de ne pas entrer et d'attendre les renforts, mais la femme dit qu'elle doit arrêter tout ce qui tenterait de sortir de ce portail. D'un air grave, elle pense que les dégâts seraient incalculables si les monstres s'échappaient. À genoux, le garçon se rappelle sa sœur en état critique à l'hôpital. Il appelle alors le réceptionniste pour l'avertir de la porte dans la salle d'entraînement. Il se souvient soudain de l'avertissement de l'agent, la porte se verrouille de l'extérieur dès qu'on entre. Il crie d'envoyer des renforts et d'évacuer tout le monde, puis court vers la porte. Avant d'entrer, il prend un bâton dans l'armurerie pour pouvoir se battre. Arme en main, il s'engouffre dans le couloir sombre à la suite de sa prof. Surprise, l'instructrice lui crie dessus et lui demande pourquoi il l'a suivi, mais il réalise que dans sa précipitation, il a pris un balai au lieu d'une arme. La femme demande la lampe torche, mais il s'aperçoit qu'il a pris son téléphone par erreur. Finalement, ils allument leur lampe et éclairent le couloir sombre. L'instructrice lui demande pourquoi il tient un balai et le garçon, gêné, explique qu'il s'est trompé dans la précipitation. La femme n'en revient pas. D'un air agacé, elle lui demande pourquoi quelqu'un d'aussi inutile que lui l'a suivi dans le portail. À bout de patience, elle lui dit qu'il est juste là pour lui causer plus d'ennuis. Mais le garçon explique qu'il ne pouvait pas la laisser seule car la porte se verrouillerait pour toujours. Furieuse, elle lui demande ce qu'il compte faire maintenant et s'il prévoit de mourir avec elle. Avec un sourire gêné, notre héros lui demande quel était son plan initial pour cette situation. La femme répond qu'elle comptait simplement surveiller l'entrée et attendre les renforts avant de sortir. Sur ce, il lui dit qu'ils peuvent attendre ensemble et brandit le balai comme s'il s'agissait d'une arme. Le jeune homme dit qu'ils doivent défendre la porte pour que la tragédie de la porte 1 ne se reproduise pas. La professeure est surprise, car la porte 1 fut la première découverte et attaquée par le gouvernement. L'instructrice se souvient qu'à l'époque, personne n'avait l'expérience nécessaire pour y faire face. Elle explique qu'au début, personne n'avait le courage d'entrer dans le portail et que les monstres en sont sortis. Ces créatures ont causé une destruction massive et de nombreuses pertes humaines. Elle se rappelle que les héros ont combattu de toute leur force pour repousser les monstres. Notre héros lui demande si elle a combattu dès la toute première bataille et elle confirme. L'instructrice raconte que c'est là qu'elle a rencontré l'officier, car ils avaient été impliqués par hasard. Les yeux brillants, le jeune homme s'enthousiasme et dit qu'ils sont incroyables pour cela. La femme dit qu'elle ne comprenait pas vraiment, mais se souvient qu'une lumière dorée était sortie en même temps que les créatures. Elle se rappelle qu'en touchant cette lumière dorée, ils avaient tous deux obtenu leur pouvoir de héros. À ces mots, le jeune homme se souvient de la lumière dorée qu'il avait vue lorsqu'il était dans le coma à l'hôpital. L'instructrice explique qu'après cet événement, l'organisation fut créée pour étudier les portails. D'un ton sérieux, elle précise que la première porte semble être l'origine de tout. Terrifié, le jeune homme demande si la première porte était dans une école, mais la femme nie et dit qu'elle était apparue au milieu d'une place publique. Soulagé, notre héros se calme, comprenant qu'il n'est pas responsable de tout cela. La professeure lui demande ce qui ne va pas, mais il répond avec un sourire que ce n'est rien. Alors qu'elle allait ajouter quelque chose, un bruit étrange les interrompt et attire leur attention. Surpris, ils pointent leur lampe torchée vers l'obscurité d'où venait le bruit. Des bruits de pas se rapprochent de plus en plus, rendant le duo très tendu. Le héros demande si le son s'est rapproché, et la femme confirme que quelque chose monte les escaliers. Le téléphone de l'enseignante brille sur sa poitrine, et elle se prépare à se battre. Elle ordonne au jeune homme de garder la porte et de fuir si quelque chose tourne mal. Le garçon tente de protester, mais la femme crie qu'il ne ferait que gêner. Sérieux, notre héros se dit qu'il ne peut pas la laisser se battre seul. C'est alors que l'écran du système apparaît et qu'il se rappelle qu'il doit l'ajouter comme compagne. Désespéré, il se demande comment gagner l'affection de son instructrice. Il crie alors qu'il ne pourra l'améliorer que s'ils deviennent compagnons d'abord. Soudain, une voix étrange venue de l'obscurité commence à appeler son nom. La femme réalise qu'il s'agit d'une voix humaine et non d'un monstre. Elle ne comprend pas ce que dit la voix, mais le garçon comprend qu'elle l'appelle lui. Il l'empêche de descendre et l'avertit que ce pourrait être un piège. La femme dit qu'ils n'ont jamais croisé de monstre capable de parler, mais que ce pourrait être une première. Le garçon pense que la créature a entendu son appel et répète maintenant le nom. L'instructrice trouve que sa théorie se tient, jusqu'à ce que la voix prononce son nom complet, ce qui la choque. Elle lui demande s'il a prononcé son nom, et il le nie, effrayé. La mystérieuse voix répète son nom puis demande immédiatement de l'aide. L'instructrice hésite sur la marche à suivre, mais dit qu'il pourrait s'agir d'un élève coincé et qu'elle doit aller le sauver. Elle descend alors les escaliers en criant à la personne de tenir bon. Désespéré, le héros crie à son instructrice de revenir, affirmant que tout cela est un piège. Mais la femme réplique qu'elle ne peut pas prendre le risque et qu'elle est peut-être à un pas de sauver un élève. En entendant cela, il se souvient de l'officier qui avait risqué sa vie pour le sauver. Il comprend que, sans lui, il ne serait plus là aujourd'hui. Il réalise alors qu'ils ne peuvent abandonner personne, et encore moins son instructrice. Dans l'obscurité, la femme court, et le héros aperçoit d'étranges tentacules. Il hurle son nom de toutes ses forces. Une aura dorée l'enveloppe tandis qu'il court pour la rattraper. Les yeux et le manche de son balai brillant, il bondit devant elle et lui crie de faire attention. Il la protège d'une attaque de tentacules, la poussant ensuite pour qu'elle fuit le plus vite possible.
Au sol, il esquive de justesse d'autres tentacules sortant des ténèbres. Sa main serre le manche du balai, qui brille d'une puissance bleutée. L'instructrice utilise alors ses pouvoirs de feu et ils combattent ensemble les créatures. Bientôt, ils sont encerclés et luttent désespérément pour survivre. La femme avertit qu'ils ne peuvent plus remonter, donc la seule option est de descendre. Furieuse, elle demande pourquoi il l'a suivie. Il répond qu'il ne pouvait pas la laisser derrière. Elle crie qu'il est le pire élève qu'elle ait jamais eu, tout en esquivant un tentacule. Dehors, le réceptionniste et l'officier entendent un bruit étrange venant du portail. Le grand gaillard tente d'appeler, mais n'a aucun signal et conclut qu'ils sont déjà entrés. Il se demande si le jeune homme qui avait appelé est lui aussi entré, s'inquiétant car c'est un débutant. L'officier demande ce qu'ils doivent faire, et le grand répond qu'il ne reste plus qu'à attendre, pour ramasser les corps. Le réceptionniste espère qu'au moins l'un des deux survivra pour ouvrir la porte. Soudain, les tentacules disparaissent. Le jeune homme se demande s'ils sont partis, mais la professeure dit qu'ils se sont juste repliés pour préparer leur prochaine attaque. Avec ça, notre héros s'assoit sur les marches, épuisé, et dit qu'il a besoin de se reposer un peu. L'instructrice sourit et le félicite d'avoir utilisé ses pouvoirs et son balai comme une arme. Le jeune homme réalise qu'elle a raison et qu'il a vraiment réussi à se battre pour de vrai. La femme avoue qu'elle l'avait sous-estimé et le trouve incroyable, ce qui le met tout gêné. Le protagoniste ouvre alors l'écran du système, et la femme lui demande ce qu'il est en train de faire. Le panneau indique que la mission est terminée et lui propose d'ajouter l'instructrice comme coéquipière. Le héros, déterminé, décide d'accepter l'offre du système. Il crie, et l'enseignante lui dit de se calmer pour ne pas attirer les monstres. Il confirme le choix d'une pression et pense que désormais, elle est sa nouvelle alliée. À ce moment, plusieurs écrans apparaissent, et le système lui demande s'il veut faire évoluer sa nouvelle partenaire. Le panneau indique qu'il possède 1919 points et qu'il peut faire évoluer ses alliés. Le jeune homme décide alors que la meilleure option est de donner tous ses points à l'instructrice. Il pense qu'elle est plus forte et que la renforcer est leur meilleure chance de s'en sortir. Mais il se dit aussi qu'il ne doit pas devenir trop faible, au risque de la ralentir. Il décide donc de partager équitablement les points, 919 pour lui-même, et le reste pour elle. Sans hésitation, il appuie sur le bouton de confirmation et valide son choix d'évolution. Une aura dorée l'enveloppe entièrement, montrant l'augmentation de son niveau. Il pousse un cri de douleur en sentant une grande énergie circuler dans son corps. L'écran affiche maintenant son niveau, 22. Il se demande si c'est ainsi que l'on ressent une évolution. Avec un sourire, il annonce que c'est au tour de sa professeure de devenir plus forte. Il utilise donc les 1000 points restants pour faire évoluer sa nouvelle partenaire. Le regard concentré, il attend le résultat. Une aura bleue entoure alors l'instructrice, qui affirme sentir cette nouvelle puissance. Curieux, notre héros regarde son écran, et découvre avec stupeur qu'elle est toujours au niveau 52, comme avant. Choqué, il pousse un cri, ne comprenant pas. La femme, agacée, lui demande pourquoi il reste planté là à hurler et pourquoi il n'a pas arrêté de crier depuis qu'ils sont entrés. Avec un sourire nerveux, il explique qu'il réfléchissait à leur prochain plan. L'instructrice rétorque qu'il ne peut pas faire de plan puisqu'ils ne sont que deux dans cet endroit. Il répond que ce n'était qu'une façon de parler. Alors qu'elle s'approche, le héros dit qu'ils doivent retourner en arrière. La professeure lui demande s'il ne comptait pas sauver la personne. Elle affirme qu'elle ne peut pas le laisser risquer sa vie pour quelqu'un qui n'existe peut-être pas. Mais lui soutient qu'il peut se battre et lui rappelle qu'elle a vu ce dont il est capable. Elle explique que ses attaques à elle blessent réellement les monstres, alors que lui peut seulement les repousser. Il comprend que ses dégâts sont faibles à cause de la différence de niveau. L'instructrice lui ordonne alors de rester derrière elle, car ils vont monter les escaliers. Il la regarde en silence et se prépare à obéir. Il commence donc à monter, elle en tête, lui juste derrière. Le jeune homme lui demande si la blessure dans son dos va bien. Elle lui dit de ne pas le lui rappeler, et il ne comprend pas pourquoi. Elle explique que le cerveau oublie la douleur, mais que, maintenant qu'il lui en a reparlé, elle la ressent à nouveau. Souffrante, elle précise que c'est le cerveau qui ravive la douleur. Le héros s'excuse et lui propose de passer devant pour qu'elle économise ses forces, mais elle le fait taire, elle a entendu un bruit venant du haut de l'escalier. Elle pose alors une main sur lui pour l'arrêter, et il monte prudemment. Arrivés en haut, ils observent l'obscurité avec attention. Ils voient que le chemin du retour est bloqué par une masse de tentacules du monstre. L'instructrice remarque qu'ils en ont coupé certaines avant, mais qu'il n'y en avait pas sur le passage. Le héros comprend que les tentacules coupés ont été utilisés pour bloquer la sortie, et elle confirme. Elle en déduit que le monstre n'est pas infini et qu'il utilise ses ressources intelligemment. Consciente de cette limite, elle se prépare à combattre avec ses pouvoirs de feu et de glace. Elle demande au héros de rester vigilant, car elle va ouvrir un passage avec ses flammes. Il acquiesce et remarque qu'il est plus facile d'activer ses pouvoirs depuis qu'il a monté de niveau. L'instructrice lance son attaque de feu, et le jeune homme prépare la sienne. Les deux pouvoirs se combinent en une puissante attaque de feu et d'énergie bleue contre les tentacules. La femme lui crie de courir vite dans l'ouverture. Avec son aura dorée, le héros bondit et frappe le mur de tentacules de toutes ses forces. Mais l'une d'elles l'attrape violemment en plein vol, interrompant son attaque. L'instructrice lance alors une boule de feu et lui ordonne de faire très attention.
Le jeune homme parvient à retomber sur les marches et à se remettre de l'attaque. Il voit que le passage est à nouveau bloqué. Furieux, il crie et prépare une nouvelle attaque avec son balai. Il tourne sur lui-même de toutes ses forces, créant un rayon lumineux qui tranche net la tentacule. Les deux restent stupéfaits devant la puissance qu'il vient de libérer. L'instructrice lui dit qu'ils doivent redescendre puisque le chemin vers le haut est perdu. Le héros prend alors la tête et protège son allié pendant leur fuite. Elle lui demande si ce n'est qu'une impression ou s'il se bat vraiment mieux, et il confirme. À ce moment, une tentacule saisit l'instructrice et la serre. Mais d'un mouvement rapide, il fait tournoyer son balai et tranche la tentacule, la libérant. Elle lui demande comment il a utilisé le « système de solution » pour réaliser cette attaque. Tout confus, le jeune homme lui demande ce que c'est que ce « système de solution » dont elle parle. La professeure explique que le « système de solution » est une nouvelle technique qui modifie la structure du monstre. Elle lui demande où il a appris cela, puisque même elle ne sait pas l'utiliser, et le garçon se contente de sourire. Un écran du système apparaît, montrant qu'il a débloqué cette compétence par hasard. Notre héros comprend alors qu'il possède vraiment cette nouvelle capacité, tandis que la femme reste perplexe. Gêné, le jeune homme déclare que c'est peut-être parce qu'il est un génie qu'il a appris si vite. Changeant de sujet, il demande à la professeure si elle entend toujours la voix d'avant. Inquiète, elle répond que cela fait un moment qu'elle ne l'a plus entendue. Le garçon en conclut que c'était un piège pour les attirer au fond du portail. Soudain, une voix mystérieuse surgit de l'obscurité, « Je suis juste ici ». Les deux échangent un regard surpris, la mystérieuse voix vient de recommencer à leur parler. Les yeux écarquillés, le jeune homme réalise que, cette fois, il peut aussi l'entendre. Il dit qu'il n'a pas tout compris, mais qu'il est sûr d'avoir entendu la voix d'une personne. Il explique que c'était celle d'un garçon affirmant qu'il était là, avec eux. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs. Suivez-nous, voyons ce qui arrive, des sourires et joie, ça nous motive. Abonnez-vous pour plus d'aventures, ensemble créons des moments qui durent.